émission consacrée du coup aujourd'hui à la première journée du 6 Nations 2023. Édition qu'on sait difficile pour l'équipe de France vu qu'on se déplace 3 fois dans les années impaires. Donc ça veut dire qu'on va se déplacer en Italie, ensuite en Irlande et pour finir en Angleterre. On a eu du coup 3 matchs ce week-end. Allez les Bleus, 3 matchs, 2 le samedi, 1 le dimanche. Le match d'ouverture de ce 6 Nations édition 2023 a été Pays de Galles-Irlande, le deuxième match Angleterre-Écosse et le dernier match le dimanche soir Italie-France. Attention à ne pas tromper. Alors, on va pas passer sur les 3 matchs le même temps. Je vais parler dans un premier lieu de Pays de Galles-Irlande, vu que l'Irlande sera le prochain adversaire de l'équipe de France. Ensuite seulement on parlera de Angleterre-Écosse très rapidement. Et enfin on finira sur Italie-France, où je vous parlerai dessus en vous montrant le résumé du match qui est disponible sur France TV. Alors, Pays de Galles-Irlande. Donc, un match, comme j'ai dit juste avant, le match d'ouverture de cette édition du tournoi de 6 Nations. Match difficile pour Pays de Galles, parce que c'est une équipe qui a du mal à redynamiser son effectif, qui est un effectif vieillissant, après avoir remporté 2 éditions en 2019 et en 2021, mine de rien. Avant la France, c'était la tenante du titre. Mais du coup, malheureusement, le retour du sélectionneur n'arrivera pas à renverser la tendance. Et ce sera donc une victoire sans appel pour les Irlandais qui ont su prendre le pas en défense sur l'attaque des Gallois. Notamment, quelque chose que j'ai noté de l'irrégularité défensive, de l'irrégularité en attaque de la part des Gallois, c'était notamment grâce au système défensif qu'ont mis en place les Irlandais. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors, les Irlandais ont une défense qu'on connaît un peu, qu'on commence à... avec le temps, mais évidemment, qu'on commence à essayer commence à connaître et qu'on veut essayer de contrer, malheureusement. Pourquoi est-ce que j'ai pris ces captures d'écran ? Parce qu'en fait, les Irlandais, systématiquement, vont venir plaquer les joueurs à 2, dans l'idéal haut. Alors certes, ils consomment 2 joueurs pour un plaquage, mais vu que le joueur gagne rarement son duel sur un plaquage à 2 au niveau du ballon, ils ont le fait que les soutiens puissent être loin en défense n'est pas tant un problème que cela. Et du coup, c'est soit ils arrivent à garder le joueur debout et ça crée un maul et ils récupèrent le ballon, et donc munitions perdues pour les Gallois, sur ce match-là du moins, ou alors c'était plaquage en haut, ce qui permet du coup au soutien défensif d'être proche, de venir contester les rucks, et donc de ralentir les rucks, donc de ralentir la vitesse de sortie du ballon, ou même parfois d'embêter un peu le neuf, ce qui fait que les ballons n'étaient pas propres, les Gallois du coup étaient mal organisés en défense, ils étaient à plat sur une majorité de leurs ballons, mais du coup si les rucks sont lents, la défense a le temps aussi de se replacer, et donc les Gallois sont obligés de jouer lentement sur des jeux groupés, et donc c'est un cercle un peu vicieux, et au final ils sont obligés de rendre le ballon au pied. Et une fois que les Gallois ont rendu le ballon au pied, les Irlandais se sont retrouvés avec le ballon pour eux, et ils ont tout simplement, tout ce qu'ils ont fait, c'est juste garder le ballon, maintenir, attendre la brèche et passer. Et ils savent tenir le ballon, comparé aux Gallois. Et donc ça pu être une des clés qui a pu faire que l'Irlande a autant dominé en première période. La seconde mi-temps a été un peu plus à l'avantage des Gallois, mais bon, rattraper un retard de 23 points à la mi-temps, si je ne m'abuse, c'est quelque chose qui est quasiment impossible dans un match international de haut niveau. Dire que je dis international et haut niveau dans la même phrase. C'était le point Pays de Galles en Irlande. On va passer au second. Cette fois-ci, pas d'illustration, vu que ça va être très rapide. Match Angleterre-Écosse. Donc, match de la soirée, match un peu de gala. Tous les supporters sont allés voir ce match-là après le match Irlande-Pays de Galles, exactement.
Et on a de l'habitude maintenant que les Écossais, qui étaient un peu avant en dessous des autres équipes anglo-saxonnes, commencent à accrocher les équipes justement comme comme l'Angleterre. Et c'est ce qui s'est passé. Le match était un match serré, avec un score serré à la mi-temps. Pour se finir sur un score serré de 23-19, donc bonus défensif pour l'Angleterre. Et pour moi, ce match-là, c'est joué à des individualités. Comment ? Quand on a un ailier qui passe en plein milieu du terrain, en traversant la défense, en battant 6 défenseurs pour les marquer, et que derrière, les Anglais ont manqué des pénalités, ce match s'est joué du coup sur des individualités, ce qui donnera pour l'Écosse une 3e victoire de rang, à l'instar des Anglais qui n'arrivent plus à gagner chez eux depuis 2017 face à l'Écosse. Ce qui fait que c'est une bonne opération pour la France, parce qu'on sait que les Anglais sont des concurrents directs pour la chasse au titre, mais ce n'est pas le cas forcément des Écossais. Ils peuvent jouer les trouble-fêtes, mais pour l'instant les Écossais n'ont pas encore pas le potentiel, mais le gros gain de ranking pour les Écossais. Ils ont gagné 2 places, ils sont passés 5e au classement mondial. C'est une bonne opération pour l'équipe de France, parce que du coup l'Angleterre a marqué juste un point de bonus défensif, mais l'autre point, c'est que les Irlandais, eux, ont gagné avec le point de bonus offensif. Donc dans ce week-end-là, on a eu une bonne et une mauvaise nouvelle à chaque fois. Et on va finir, avant une petite surprise, sur la dernière journée, le dernier acte de cette première journée du 6 Nations, qui s'est déroulé le dimanche, France-Italie. Donc, pour revenir un peu dans le contexte du match, dernière victoire italienne face à la France en 2013. À l'époque, c'était à ce même Stadio Olimpico de Rome, où notamment s'entraîne l'Inter. C'est l'Inter, c'est la Lazio Rome qui s'entraîne là-bas. Et à l'époque, l'Italie avait gagné en 2013, du coup, après le Grand Chelem des Bleus en 2012, 23-18. Depuis, c'est 13 victoires de rang pour l'équipe de France, qui n'a jamais vraiment eu de soucis face à l'Italie, à part bien évidemment ce week-end. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je vous mets pas directement, maintenant qu'on a parlé de ça, voilà, attendez, je vais vous faire ça. Accepter les cookies. Hop. C'est pour que vous ayez un peu les résultats sous les yeux. Mais du coup, on se dit, l'Italie est un peu l'habitude d'être, entre guillemets, la cracotte de ce 6 Nations, c'est-à-dire l'équipe sur laquelle toutes les équipes vont vouloir essayer de faire un gros score pour engranger des points et essayer d'aller choper le bonus offensif. Mais l'année dernière, ils se font certes sur le match à Saint-Denis battre avec un gros avantage avec un gros écart par l'équipe de France, ensuite par l'Angleterre et un peu ridiculisé par l'Irlande, pour au final racheter son honneur en accrochant mine de rien l'Écosse sans un bonus défensif, mais en accrochant l'Écosse et en allant chercher cette victoire historique face au Pays de Galles. Et depuis, l'Italie n'a jamais été aussi bonne dans son ère moderne. L'Italie est actuellement 12e au classement IRB, c'est son plus haut classement dans l'histoire. Et on est face à une équipe italienne qui peut prendre ce rôle justement qu'avait l'Écosse ces quelques dernières années, de justement aller titiller les gros poissons du 6 Nations. Et malheureusement, peut-être que le Pays de Galles va prendre cette place un peu d'équipe un peu en deçà des 5 autres, et qui risque de passer une mauvaise année au niveau du classement sur cette édition. Si on regarde les compositions des équipes, on va surtout regarder bien évidemment le côté français, parce que ça c'est quand même... Oui, ils avaient quand même perdu 30 matchs de rang, mais ils avaient eu quand même beaucoup de victoires, comme on aimait bien appeler ça à l'époque en France, encourageantes, mais on sentait une légère montée en puissance. Il y avait eu l'ère Brunel où ils avaient été un peu
en demi-teinte, et depuis qu'ils ont ce sélectionnaire néo-zélandais, ils ont une nouvelle identité de jeu qui est sortie. C'est ça aussi qui est très important à remarquer. Une nouvelle identité de jeu qui est sur un grand déplacement des joueurs et du ballon en même temps. Et en vrai, ça fait plaisir de voir des Italiens qu'on donnait il y a quelques années, peut-être même sortant de ce Six Nations, parce qu'ils étaient un peu en dessous en termes de niveau que les autres équipes. Donc, si on regarde la composition de l'équipe de France, la seule information qu'on en a un peu importante à retenir, c'est Ethan Dumortier, donc l'ailier est situé juste ici, qui est le seul joueur nouveau dans cette équipe, donc sa première sélection, le joueur qui performe en championnat européen et en top 14 avec le Loup, et qui du coup a mérité sa première sélection, lors de laquelle il va marquer son premier essai. Maintenant, si on passe un peu à la physionomie du match. Alors, bah oui, pour moi, ils ont proposé un meilleur jeu que l'équipe de France, et pour moi, le fait que notamment Antoine Dupont ait été le joueur du match, l'homme du match, n'est pas forcément quelque chose de très mérité. Pour moi, ça aurait dû être un joueur... Pardon, excusez-moi. Je me disais bien que j'avais un truc qui tournait en rond sans faire exprès. Hop, je me remets juste sur la bonne page. Voilà. Pour moi, ça aurait dû être un Italien qui aurait dû être récompensé de ce titre. Alors, maintenant, si on essaie de regarder un peu qu'est-ce qui n'a pu ne pas aller du côté italien, c'est notamment en fait cette idée qu'ils ont eue de jouer dans leur camp. Je m'explique. Systématiquement, lors des coups d'envoi, les joueurs français vont aller taper loin dans le camp adverse. Le seul problème, quand on tape loin, oui, le deuxième italien, le capitaine italien aussi aurait pu avoir ce titre-là. Le problème de quand on tape loin dans les lignes adverses, c'est qu'on sait qu'on donne soit l'opportunité à l'adversaire de relancer depuis son but, soit de se dégager. Et en général, il a peu de pression sur le coup d'envoi, c'est-à-dire qu'on a peu de chances de le récupérer. Mais les Italiens, peut-être que c'était quelque chose qui a été vu et qu'ils voulaient essayer de travailler l'entraînement. Ils ont voulu, sur peut-être les 5 coups d'envoi qu'ils ont pu recevoir de plutôt profond, où ils avaient vraiment de l'espace, ils ont essayé à 3 ou 4 reprises de relancer depuis leur propre camp. Au moins sur un temps de jeu, et après ils tapaient au pied. Mais on a peu vu les sorties de camp, je pense, étaient peut-être travaillées pour essayer de relancer depuis son but, mais ça a été quelque chose qui a pêché. Et le problème, le risque, c'est un peu double. C'est un risque qui tout double. Ça peut être très fort parce que du coup tu es face à une défense qui est obligée de monter, qui n'est pas forcément organisée sur le premier temps de jeu. Mais si tu perds le ballon, vu que l'équipe vient d'engager, elle avait perdu des points et que toi tu en avais engrangé, tu as un avantage un peu psychologique au niveau du match. Si tu perds le ballon, tu vas remettre l'équipe adverse automatiquement dans le match. Et c'est peut-être ça aussi qui a gardé les Français dans le match, parce que la première mi-temps, c'était 15 minutes où 20 minutes les Français ont dominé, et après c'est l'Italie qui a dominé et les Français qui ont grappillé des points comme ils le pouvaient. Mais le problème, c'est qu'ils ont remis les Français trop facilement dans le match. Chaque fois, en essayant de relancer depuis leur terrain, en essayant de surjouer un peu, et c'est ce qui a pu remettre la France dans le match. Un point intéressant pour l'équipe de France, c'est bien évidemment son ouvreur Romain Ntamak, qui lui a été plutôt, je trouve, inefficace dans le jeu, mais qui a su se montrer efficace dans le jeu courant, avec notamment, comme on peut le voir ici, des passes au pied qui ont été très efficaces. Il en a réussi à en faire 2, qui ont permis aux joueurs d'abord, c'est Thomas Ramos, il me semble, de marquer son essai, et ensuite à Ethan Dumortier sur une passe au pied qui est encore plus jolie, de marquer le second essai, le troisième essai français. Et l'entrée du coup de Jalibert qui arrivera plus tard a du coup un peu plus dynamisé
le jeu français, parce qu'on sentait qu'on commençait à s'endormir. Les Italiens commençaient à nous gratter des ballons, nous on n'arrivait pas à remettre la main dessus, les Italiens arrivaient à tenir le ballon, faisaient très peu de fautes, comme expliqué les commentateurs. Les Italiens est l'une des équipes qui font le moins de fautes, et justement ça c'est l'une des choses sur lesquelles les Français vont devoir impérativement travailler, ou alors éviter de faire la même chose le week-end prochain, c'est les pénalités. Se faire pénaliser toutes les 5 minutes, parce que du coup j'ai compté 18 pénalités par match sur le match, ça fait une pénalité toutes les 5 minutes en moyenne contre l'équipe de France. Contre 9, 9 pour les Italiens. Forcément, au bout d'un moment, face à une équipe qui a un buteur qui est vraiment en place, ça ne passera pas face à l'Irlande si on est toujours autant indiscipliné. Pourquoi autant de fautes? Peut-être un problème d'engagement individuel, dans le sens où on veut essayer justement de faire trop bien, d'essayer trop empêcher les adversaires de jouer. Mais à faire cela, on se découvre, et on risque justement de créer ces fautes, parce que sur des rucks, on en a été sifflé peut-être 6 ou 7 sur des joueurs qui mettent des mains au sol. On a essayé justement de surjouer pour essayer de vraiment d'étouffer ces Italiens, et c'est quelque chose qui n'a pas forcément marché. Donc, ce que je vous ai expliqué, le gros point qui sera à gommer, ça sera du coup l'indiscipline française, notamment en défense, dans les zones de ruck, par rapport aux Italiens. Ils ont été plutôt maladroits à la main, autant pour nous, tant mieux pour nous. Mais un point positif, ça a été les finisseurs. Jalibert, à son entrée, a su se montrer très efficace, ainsi que notre Sekou Makalou national. Décidément, il faudrait peut-être un jour penser à remplacer Olivon et à mettre Makalou en titulaire, parce que décidément, Makalou, là c'est un peu plus qu'un remplaçant de luxe. C'est un joueur qui a pour moi les épaules pour être directement titulaire. Et donc voilà, ce jeu avec la continuité, cette action-là face à l'Irlande aurait été beaucoup plus difficile à faire, parce que déjà Ficou aurait été quasiment plaqué à 2. Bon là c'est le cas, mais il aurait pas pu normalement se relever, et ils n'ont pas su faire la même, ils ont pas su s'imposer la même rigueur défensive que peut imposer son adversaire l'Irlande. Et là donc forcément, après un ruck rapide, après une avancée, la défense est désorganisée, donc on peut jouer rapidement avec des passes après contact, et forcément il y aura une brèche qui va s'ouvrir, ce qui permet à Jalibert du coup d'aller inscrire cet essai. Séjour, c'est fou. Je suppose que tu veux écrire Sekou, mais que ton téléphone t'a écrit séjour. Exactement. Ok. Donc voilà, c'était le rapide point sur les 3 journées, enfin sur les 3 matchs de cette première journée du top 14. J'avais dit que j'avais une petite dernière chose que je voulais faire. Faut que je retrouve ça. Voilà. Donnez-moi juste 2 minutes, le temps que je me... On va faire ça, hein. Hop. Donnez-moi juste 2 minutes. Et on va le faire ensemble. Jalibert titulaire. C'est ce qui risque, c'est ce que Ntamak risque pour la prochaine journée en effet. On va rester roleplay, hein. Je peux m'appeler Yann. Préférence de communication. On va en mettre aucune. Alors. Petite surprise du coup de la fin de live. J'espère que vous voyez bien. On va faire notre fantaisie ensemble. Aligner
À chaque tour, donc à chaque match, à chaque week-end, votre du coup Dream Team, en respectant votre budget, parce que du coup on a un budget, mais également le nombre maximum de joueurs par club et par poste. Donc en gros on a des contraintes qu'on a. Gagner des points en fonction des performances de vos joueurs pendant les matchs. Chaque joueur placé sur le terrain vous rapportera des points équipe qui dépendent du résultat du match et des points joueurs qui dépendent des statistiques individuelles du joueur dans le match. En plus de la ligue générale, vous pouvez créer vos propres ligues privées et jouer avec vos proches. Consultez les classements, blablabla. Bla bla bla. Oui, merci. Votre position dans le classement général peut vous permettre de remporter des lots mis en jeu. Bon, ça pour l'instant c'est pas le plus important. Invitez vos amis à rejoindre. Vous aurez certains doutes sur le fonctionnement du jeu, vous pouvez consulter la règle section en bas de la page. Et du coup, nous allons réaliser notre 15, donc on part du bas vers le haut en termes croissants de numéros pour la prochaine journée. Donc on clique sur le premier et on nous propose du coup tous ces joueurs là qui sont du coup les joueurs qui peuvent jouer au poste de pilier. Alors, en premier joueur, on pourrait sélectionner Elise Genge. On va regarder en parallèle parce que du coup il faut qu'on prenne ça aussi en compte. Contre qui vont jouer ces équipes là? Ah oui, petit point que j'ai oublié de... Il faut mettre alors des titulaires. Oui, il faut mettre des titulaires et il y en a 3 remplaçants. Les résultats font que, par rapport à la différence de points, vu que les 3 équipes ont gagné avec un bonus offensif, l'Irlande, l'Écosse et la France se retrouvent premiers à égalité de points. La différence se fait au niveau au niveau des points. L'Italie 4e, Angleterre et Pays de Galles dernier. Voilà, c'était le petit point. C'était le petit point classant. Donc, l'Angleterre, la semaine prochaine, va jouer face à l'Italie. Alors, est-ce qu'on peut penser que l'Angleterre pourrait avoir un joueur qui pourrait justement performer face à l'Italie? Moi, c'est la question que je me pose. Je préférerais mettre Baye parce que je sais que c'est quelqu'un qui est très important dans le système de jeu français. Mais à droite, du coup, mettre Elise Genge, qu'on a vu il y a environ 15 secondes de décalage. Ah. Après, faut peut-être que tu essayes de rafraîchir. Parce que parfois, c'est peut-être ta connexion internet qui te fait que tu as un peu de décalage. Normalement, j'ai 2 secondes de délai que j'ai mis en paramétrage. Donc pour moi on peut mettre Baye à gauche et Genge à droite, même si en soi les deux sont des piliers gauche, on peut faire ça, c'est pas ça le plus important. Marchand, je ne pense pas qu'il fera partie des joueurs qui pourront prétendre à faire un grand match la semaine prochaine. On va mettre un Irlandais, même si je leur souhaite pas, on va mettre un Irlandais pour qu'on puisse un peu sur les prochains matchs. En seconde ligne, quel type de joueur pourrait être intéressant? L'Écosse jouera face au Pays de Galles, donc un joueur écossais, même si on n'en a pas vu de très imposant en deuxième ligne, pourrait faire l'affaire. En deuxième ligne, on va mettre un Maro Itoje parce que on sait que ça risque de marcher fort face à des plus petites équipes. Et ensuite à côté... Ah oui, c'est vrai qu'on a un budget à respecter. On a 180 étoiles au total. Là, il me reste 180 étoiles. Bon, on va mettre un joueur pas très... Sur le deuxième, on va mettre un joueur... On va faire au petit. Voilà, on va mettre Ederson. En troisième... On va commencer à gauche. Troisième ligne à gauche. Je pense que Kroos va rentrer dans la rotation lors du prochain match. Donc Non, on va mettre Macalou. Où est-il? Ou alors Macalou, on va le mettre en super sub. On va le mettre en super sub parce que ça se trouve il ne jouera pas. À droite, on va mettre Faletao parce qu'il est plutôt régulier avec la sélection. Il fait rarement de mauvais matchs, même s'il coûte cher. Et on
on va mettre Negri parce qu'il a fait un bon match face à l'équipe de France. Ensuite, à l'ouverture, bon, je pense que Antoine Dupont, ce serait peu probable qu'il fasse un mauvais match, donc on peut le mettre. Ensuite, l'Irlande va jouer face à la France, du coup, donc, mais Sexton n'est pas certain pour le match, est incertain. Donc, on va pas prendre le risque de le mettre. Marcus Smith, je ne lui souhaite pas de faire un bon match. Finn Russell a montré des choses catastrophiques, ainsi que Dan Bigard. Je vais mettre Mathieu Jalibert. En premier centre. Ok. En premier centre, on a Gaël, il nous propose Gaël Ficou, Enfarel, Ringrose, Manu Tulagi, Yoram Moefana, Pitaki, Bundayaki, ce n'est pas le même. Tompkins, Gailleton, Delbuis, Tuipolotu. Je pense que Tuipolotu a fait un bon match, il peut faire de même lors du prochain. On va se mettre. Je peux plus mettre de joueurs français, à noter. Pour moi, Bundiaki pourrait faire un bon match. Aux ailes, on a James Lowe qui est très en forme en ce moment. Si on regarde, l'Écosse va jouer face au Pays de Galles. Et du coup, l'Angleterre joue face à l'Italie. Donc peut-être que Anthony Watson, enfin, s'il joue pas, ça serait très dommage. Bon, déjà, on va mettre Ange Capuzzo pour avoir notre mi-français. On va mettre James Lowe parce qu'il est en forme depuis plusieurs années. Et on va finir avec un dernier joueur, on va dire peut-être un Écossais. Comment s'appelle-t-il? On va mettre Van der Merwe, parce qu'il a été très bon, et on pourrait même changer des joueurs. Peut-être à la place de Shinan. Ah non, pardon. On va pas mettre Shinan du coup. On va mettre on a déjà dit qu'on va mettre un joueur... on va faire des économies, on va mettre Roberts. Ah, il nous reste 24 pour faire les remplaçants. Et on peut plus mettre de joueurs français. Je vais enlever Cross. Il est où Macalou? On va le rechercher. c'est peut-être comme ça. Oui, Macalou. À 11, c'est tout? Oh, il est... Désignez votre super sub. Hop là, ça va être lui notre super sub. Et du coup, en troisième ligne, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Van der Merwe a déjà été mis, du coup. On va mettre Earl. En remplaçant, donc on peut plus mettre de joueurs écossais, on est obligé de mettre... On va pas mettre de remplaçants, Kinan, Tamak, on va mettre... Il nous reste combien de points? 17. Ah, donc on va être obligé de mettre deux... D'aller chercher loin. On va mettre juste budget ok. Ah oui, mais du coup, oui, c'est pas... Willis, il a pas été retenu. Peut-être que leurs listes ne sont pas totalement à jour. On va mettre Dan Cole, parce que vous savez, voilà. On va mettre un petit dernier italien là. Un petit, voilà. Joueur titulaire, joueur remplaçant, joueur non convoqué.
Et on doit enregistrer quelque part ou... Non, ça c'est autre chose. Round 2, donc là c'est bon, normalement l'équipe est faite. Il me reste plus que 0,6. C'est long un peu, mais c'est pas grave. Ok, bah du coup voilà. L'équipe est faite. C'était la petite chose que je voulais faire juste en fin, histoire de... Histoire de... C'était la... Je voulais essayer, on verra ça chaque week-end rapidement. Bon ben voilà, ça c'est fait. Bah écoutez, pour moi c'était... C'est la fin de cette émission cette semaine. On est à 36 minutes actuellement de direct. Plus... on est à 30 minutes quasiment, 34 minutes. J'ai fait un peu de... J'ai fait un peu d'écran d'attente. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Des bisous. Et à la semaine prochaine.